Hey, salut à tous, c'est Rowdy Gatien et bienvenue à vous tous sur cette nouvelle vidéo, la première de la décennie 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, ça fait longtemps. Sans plus tarder, voici le sujet de la vidéo, mon avis sur le roman Final Fantasy X 2,5, le prix de l'éternité. Let's go! Donc avant tout, voilà à quoi ressemble le roman, Yuna sur la première de couverture, Tidus là, of course. Le prix de l'éternité. Bon, il n'y a pas de dessin, c'est dommage, on aurait eu de superbes illustrations que les artistes de Square Enix savent nous donner. Et ce livre est sorti en 2014. Et chose incroyable, c'est que quand j'ai commandé sur Amazon, ils m'ont envoyé un livre imprimé en Italie en novembre 2014. Ça veut dire que c'est la première édition. Je ne sais pas si on va bien voir là sur la caméra. Première édition de 2014. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Bon, ce roman a été écrit par Kazushige Nojima. Traduit du japonais par Cécile Seno. Ok, Final Fantasy X 2,5, c'est une suite potentielle à Final Fantasy X-2, qu'on connaît tous. Je vous rappelle ce qui s'était passé. Ça prend en compte la fin parfaite. Celle à laquelle on atteint grâce au 100% du jeu. Donc, je crois que Bahamut, voilà, il dit à Yuna, tu veux le voir Tidus. Du coup, il prie Tidus, les prions prient Tidus. Et au lieu de devenir un rêve comme avant, là maintenant il existe pour de vrai. Il se réveille de l'eau, il sort et il est à Besaï, il retrouve Yuna. Il dit, you know, you've changed. Après, il dit, yeah, you miss a lot of nothing. En bref, ça reprend direct après là. Direct après la cinématique, le roman commence, pour vous situer à peu près la chose. Bon, ce roman, je crois que ça va diviser les fans. Il y a des bonnes idées, mais franchement, côté scénario, scénaristiquement parlant, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas... Franchement, on dirait parfois que c'est de la fanfiction, quoi. On avait un tel potentiel de scénario dans Final Fantasy X. X2, je peux pas dire, j'ai jamais fini ce jeu, ça m'a jamais intéressé. J'avais joué un peu dans ma jeunesse, mais je l'ai jamais terminé. Mais bon, j'ai vu le scénario avec les vidéos, bien sûr. Mais le 10, c'était tellement un level au-dessus. Même l'histoire d'amour Yuna Tidus, c'était pas cucu. C'était bien écrit. Voilà, Yuna avait sa position d'invoqueuse, d'invoqueur. Tidus, en tant que gardien, ils avaient des obligations, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Aussi, il y avait beaucoup de politique par rapport à leur couple. On n'oublie pas que Yuna représente l'espoir du peuple. C'est pour ça qu'elle va se marier avec Seymour, pour que tout le monde, malgré que Sin soit là, retrouve un peu d'espoir dans ce monde qu'Espira. C'était une histoire très bien écrite et voilà, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait là, l'auteur? Putain, je n'ai pas compris. Bon, j'ai pris des notes. Ok, Tidus revient à la vie. Il apprend ce qui s'est passé pendant son absence. Il retrouve Yuna, Riku, Waka, Lulu, les Besai Orochi aussi. C'est bien parce que voilà, il a pensé aux personnages secondaires et pas que aux personnages principaux qu'on incarne dans notre aventure. Et voilà. Tidus, en fait, il revient à la vie et il peut pas profiter de Yuna. Parce qu'elle doit aller voir les anciens du village et lui raconter ce qui s'est passé, ses aventures et je ne sais quoi. Et déjà là, c'est un gros point noir du livre. Écoutez, Yuna, dans Final Fantasy X-2, son objectif principal est de retrouver Tidus. Elle parvient à réussir et la première chose qu'elle fait, c'est non, Tidus, je ne peux pas venir avec toi. J'ai mes obligations envers mon village, envers mes anciens, mais c'est faux. Si je me souviens bien, dans X-2, Yuna elle a complètement changé, elle n'est plus comme dans le 10. Elle pense bien sûr aux gens qu'elle aime, elle est comme ça, c'est une fille sainte, une bonne fille quoi. Et elle fait quand même passer maintenant ses intérêts avant ceux des autres, parce qu'elle est devenue... Voilà, elle est devenue libre. Elle est libre, elle a terrassé Sin avec ses amis, elle n'est plus invoqueuse et maintenant elle fait ce qu'elle veut. Donc je ne vois pas pourquoi le gars, quand il a écrit son roman, il a fait un peu régresser Yuna, quoi.
Yuna aurait pu dire, écoutez, ça fait 2 ans que Tidus est parti, a disparu. Là, vous, je vous vois tout le temps. Vous aurez votre moment. Mais pour l'instant, je vais profiter avec l'amour de ma vie. Là, ça aurait été plus cohérent. Oh, mais on a des choses intéressantes. Bah, par exemple, Tidus, il a du mal à trouver sa place dans le village de Besaï. Voilà, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et lui, il vient d'arriver 2 ans plus tard. Il ne sait pas où se mettre, il ne sait pas où aller. Bien que Wakka le guide un peu. Et après, il y a Riku et Pain qui viennent le voir et ils discutent de ce qui s'est passé pendant l'absence de Tidus. Et Tidus, il voit que Yuna, elle a continué à vivre sans lui et qu'elle a une belle vie, n'empêche, malgré qu'il soit plus là. Et là, où ça m'agace, c'est que Tidus, il va réagir comme un enfant gâté. Même s'il a, lui, il a 17 ans, et maintenant Yuna, elle a 19 ans dans le livre. Du coup, lui, il a toujours 17 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'il a grandi dans Final Fantasy X, Tidus. Là, c'est comme si on le trouve le Tidus du début, là. Oh! Le mec, il est agacé que Yuna ait vécu des aventures. D'où Tidus, il va être agacé que Yuna vive des aventures. Il va être content pour elle. Mais là, on a affaire à un ado prépubère. Regardez, je vous lis. Genre, Riku, là, raconte que Yuna avait chanté et tout. Plus, elle s'étendait sur le concert au cours duquel Yuna avait chanté, plus elle l'agaçait. Les histoires que Yuna a vécues agacent Tidus. Bon, ensuite, on a Tidus qui passe du temps avec les Besaï au Rush et avec Wakka notamment. Et il joue au Blitzball. Et là, Tidus, il remarque qu'il est plus haut niveau. Que ses amis des Besaï au Rush, ils l'ont dépassé. Ça, bon, ok, je peux bien accepter, mais pour moi, Tidus, c'est l'élite du Blitzball. Je veux bien que les Besaï s'améliorent, mais de là à le battre. Si tu veux, Tidus, dans le Blitzball, c'est Cristiano Ronaldo. Et les Besaï, bon, c'est pas la Ligue 1, quoi. Je ne connais pas en foot, je vais pas donner le nom de joueur. Mais même si tu t'entraînes comme un fou, tu vas pas pouvoir taper l'élite comme Cristiano ou Messi, quoi. Ou Ronaldinho, par exemple. Ce coup-ci, je n'étais pas trop d'accord. Mais là où c'est intéressant, c'est que Wakka, il se confie à Tidus quand ils sont ensemble, sur sa vie et surtout sur ses rêves. Il dit que, voilà, comme il avait promis, il a arrêté le Blitzball et il est devenu le coach des Besaï Rush. Mais qu'hélas, à leur rencontre suivante, là où Tidus avait gagné dans le 10, ils ont perdu avec Wakka comme coach. Et ça l'a profondément meurtri, et on peut voir ça dans le livre. Et on peut voir aussi que sa relation avec Lulu, elle n'est pas tellement saine. Hein. Ils sont ensemble, mais Lulu est toujours en train de rabaisser Wakka, de le réprimander. Et on peut voir que ça l'agace. Et ça, c'est dommage, c'est parce que j'aurais bien aimé une relation un peu taquine entre eux deux. Je sais pas si ça se dit, mais tu vois, Lulu, elle aimait bien lancer des petits pics sur Wakka. Mais de là, tous les jours, le réprimander, parce que Lulu, elle aime Wakka. Alors, leur relation, ça aurait été bien si elle le respectait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, comme dans Dragon Ball, Chichi, c'est pas, elle engueule souvent Goku. Mais elle aime son homme et elle sait au fond que elle n'est pas tout le temps chiante avec Goku, vous voyez? Il y a aussi une part de réprimande, mais il faudrait aussi une part d'amour. Dans ce roman, on ne voit pas trop que Lulu montre son affection pour Wakka. Ensuite, on a Tidus et Yuna qui partent en croisière. Et c'est l'occasion de s'avouer leurs sentiments, mais également de se confronter, d'avoir des disputes. Par rapport, par exemple, aux anciens du village, Tidus, il est beaucoup plus direct. Il veut dire aux anciens, non, laissez Yuna avec moi. Elle a déjà, par exemple, tué Sin. Maintenant, elle a le droit de vivre libre, de faire ce qu'elle veut. Alors que Yuna, elle est plus modérée. Elle n'oublie pas que c'est les anciens qui l'ont élevée parce que son père Braska était mort. Braska, parce qu'il avait tué Sin. Et que voilà, normalement on meurt quand on tue Sin. Mais là, voilà, c'était une confrontation idéologique.
Voilà, et ils ont aussi une confrontation par rapport à la religion de Yevon. Et Tidus, lui, voilà, il dit ça suffit, Yuna, on sait tous que maintenant c'était des conneries, mais comme Yuna a été élevée dans cette religion, elle sait que voilà, c'est du mensonge, mais elle a grandi dans ça et elle s'accroche tout de même à cette religion parce que, comme elle le dit, c'est vrai qu'il y a c'est faux cette religion, Yevon, mais ça prenait quand même des bonnes valeurs. Ouais, c'est comme si, par exemple, nous, les catholiques, tout d'un coup, on nous apprend que c'est du bullshit, c'est l'église qui a inventé tout ça. Et que, voilà, tellement t'as du mal à... Tu sais que c'est vrai, mais tellement t'as éduqué dans cette religion que tu te dis, ok, c'est du bullshit, mais il y a quand même des bonnes valeurs dans la religion. Voilà, le partage, l'amour et tout. Voilà, c'est à peu près ça. Mais ce qui est beau, c'est que Yuna dit à Tidus, voilà, la vie, ça va pas être facile. Là, notre vie de couple, il y a la religion, il y a les gens, il y a mon statut de sauveuse de Spira. Et je veux qu'on affronte cette société à deux. Yuna a conscience que la vie qui les attend n'est pas facile, mais voilà, elle est prête à affronter tout ce qui se met en travers de leur chemin. Et ça, c'est beau. Bon, après, on apprend que Riku et compagnie qui sont dans leur avion, là, je sais plus comment il s'appelle, ils découvrent qu'il y aura une tempête qui va frapper Besaï. Et Beside, je sais même pas comment on dit, Beside. Et voilà, ben, direct, ils vont à Besaï et pour avertir le village. Et bon, comme Tidus et Yuna étaient en mer, ben, on apprend qu'ils ont disparu et que tout le monde est parti à leur recherche. Et en parallèle de l'histoire de Tidus et Yuna, on a une histoire qui se passe 1000 ans dans le passé, pendant la guerre de Bevel et Zarnaken, l'histoire de Valm, le gardien de Kush, un invoqueur. Et voilà, sa mission, c'est comme ils sont en guerre contre Bevel, ils doivent se protéger. Mais Valm, il doit également protéger un autre invoqueur, Ifanhal, ou Ifanhal. A savoir que Kush est une femme et qu'ils sont amoureux tous les deux, Valm et Kush. Ensuite, on apprend que Tidus et Yuna font naufrage, et que Tidus perd connaissance et que Yuna l'a protégé contre un monstre tortue. Qu'elle a trouvé un trident P là dans le coin, je sais pas à quoi man l'a amené. Et que voilà, elle a planté dans la tête ou dans le monstre. Que pendant tout ce temps, elle a protégé Tidus. Et Tidus, voilà, il s'en est un peu voulu, il s'est dit, pendant tout ce temps, moi je t'ai KO et toi tu me protégeais. Bon, après Tidus, il laisse une planche comme Rose dans Titanic. Yuna, elle voit que Tidus se réveille, à son tour, elle collapse, quoi, elle tombe dans les pommes. Du coup, Tidus la met sur la planche. Il affronte le monstre tortue, il le tue. Puis ça attire d'autres monstres, des monstres requins. Donc Tidus, il affronte les monstres requins et voilà, il se bat et à un moment, il arrive à aller sur un monstre requin. Et je sais plus comment il fait, mais il parvient à dompter la bête et à prendre Yuna et voilà, et ils se dirigent tous les deux vers une destination inconnue. Ils essayent d'aller sur Besaï avec un monstre requin. Voilà, l'histoire c'est un peu what the fuck quand même. Hein. Après on retourne sur Valm et Kush et ça devient un peu intéressant. C'est quand même intéressant leur histoire. Je te dis, pourquoi ils nous foutent ça dans le livre de Tidus et Yuna, mais c'est quand même palpitant. On découvre que voilà, Zarnaken, enfin je sais même plus où ils sont. Non, ils sont sur une île, voilà, ils sont pas à Zarnaken, pardonnez-moi. Ils sont sur une île et ils sont attaqués par Bevel. Voilà, ils commencent. C'était pendant la guerre des machines, vous voyez, Bevel, ils ont plein de machines, les Zarnaken, ils ont que les invoqueurs et tout. Voilà, ils commencent à attaquer parce qu'ils veulent venir tuer les invoqueurs. Comment ils s'appellent, Kush et Ifanhal. Et voilà, vous voyez le gardien de Kush, Valm, il est amoureux de sa bien-aimée. C'est la guerre, il tente par tous les moyens de la chercher. Et il sait qu'il va devoir faire du sale, par exemple, il va tuer des soldats terrorisés et jeunes, mais il les tue quand même parce qu'il sait que c'est la guerre. Et c'est toi ou moi. Et t'es venu tuer ma femme avant tout, alors voilà. Coup de théâtre, Valm, il cherche sa copine, Kush, il va dans sa chambre, elle n'y est pas. Il y a une blitzball piégée, oui, une balle de blitzball mais en bombe, il la jette, il survit.
Il va alors à la chambre de Hinfahal, l'autre invoqueur, et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre Kush qui a couché avec Hinfahal. Elle est nue, étendue là sur le lit de Hinfahal dans un état second. Et voilà, quand j'ai lu ça, j'étais what the fuck, elle a trompé son mec. Il y a des rebondissements dans l'histoire de Valm et Kush, c'est limite plus intéressant que la petite amourette de Tidus et Yuna quoi. Or du côté de Tidus et Yuna, ils sont toujours sous le requin. Et le requin meurt, il est épuisé, le monstre requin. Tidus il s'emballait, qui se casse, alors que Yuna, elle parle au requin, au cadavre du style merci, désolé de t'avoir fait ça. On voit que Yuna elle a toujours, c'est toujours une bonne personne. Mais que Tidus c'est un con dans ce livre, je sais pas, c'est un salaud. On peut pas dire autre chose, alors que Tidus c'est pas ça normalement. Ah oui, ensuite Yuna elle tombe dans les pommes et Tidus il part la chercher dans les profondeurs mais il n'est pas assez fort. Lui aussi il est épuisé. Du coup il a une vision de son père Tchèque, mais le Tchèque monstre quoi, vous voyez, qui vient sauver Yuna et Tidus. Donc Tidus et Yuna parviennent à une île, ils sont heureux, ils se vannent et tout. Et ils décident de l'explorer. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils sont sur Bayside. Mais le Bayside il y a 1 an. D'il y a 1000 ans, pardon. 1000 ans plus tôt. Il n'y a pas le village. Et surtout les machines, elles marchent. Vous vous souvenez, il y a plein de machines qui traînent sur Bayside. Par exemple, là où Kim Hari, on le rencontre pour la première fois, où il saute pour attaquer Tidus. Ben, ils voient ces machines et ces machines fonctionnent. Bon, là, on arrive, selon moi, au point culminant de ce roman. Où ce roman, pour moi, n'est plus crédible. Ce roman, pour moi, à ce moment-là, il a voulu tenter quelque chose d'original. Mais c'est pas parce que c'est original que c'est bien. Bon, je vous résume. Tidus et Yuna, ils sont sur l'île, ils cherchent âme qui vit. Quand tout d'un coup, dans une forêt, en suivant des chiffons, ils entendent du bruit. Une balle de blitzball sort de la brousse et tombe au pied de Tidus. Il est content, il la ramasse. Oh, une balle de blitzball. Qu'est-ce qui se passe les amis? La balle explose. C'est une balle de blitzball piégée. Comme celle qu'on a dans l'histoire de Valm et Kush. Boum! Explosion. Yuna est à terre. Son nez, elle ne sait pas ce qui se passe. Quelque chose roule à ses pieds. Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez me demander, Raouli. C'est la tête de Tidus. Non, vous ne rêvez pas, la tête décapitée de Tidus, suite à l'explosion de la balle de blitzball, a roulé jusqu'au pied de Yuna. Et puis là, elle s'est évanouie. Non, mais les gars, c'est de la shit, quoi. Après toutes les épreuves qu'ils ont vécues dans Final Fantasy X, toutes les épreuves qu'ils ont vécues que Yuna a vécues dans Final Fantasy X-2 pour retrouver Tidus, c'est comme ça que cet auteur, il conclut l'histoire. On est loin de la conclusion du roman, mais je parle de leur histoire, du vrai Tidus physiquement. C'est de la merde. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi parce que je vous ai raconté du roman, mais moi, je dis c'est de la merde. Je sais pas, c'est aussi nul que Arya qui tue le roi de la nuit dans la dernière saison de Game of Thrones. Ça devait être Jon Snow, c'est lui qui s'est battu, c'est son arc narratif. C'est pour montrer à peu près ma déception par rapport à cette histoire. Après, je m'en fous, c'est qu'un roman, c'est pas les livres, c'est pas les jeux, pardon. Ça n'a rien de... Pour moi, c'est pas canon. Après, je sais pas, peut-être que c'est canon, mais j'ai lu le scénario de Final Fantasy X-3 et c'est pas du tout ça. Hein. Mais bon, voilà. Tidus est mort après tous ces péripéties et décapité en plus. Les gars, on est dans un film d'horreur à la con, genre vendredi 13 là, on n'est plus dans Final Fantasy. On n'est plus dans Final Fantasy X là, les gars. Bon, allez, je continue. Bon, suite à la mort de Tidus, on découvre que Tidus et Yuna se réveillent dans le temple de Bayside, le temple d'il y a 1000 ans. Et
Yuna est choqué de découvrir qu'en fait, les ancêtres de Besaï vénéraient les dieux. Il découvre des statues de dieux où il y a écrit par exemple Valm, dieu de l'ordre, Kanaïla, déesse de la lune, etc., etc. Et c'est très bien, ça enrichit le lore de Final Fantasy, de Spira. Et ça j'approuve. Parce que ça vient pas entacher l'histoire principale. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des révélations. Voilà, Yuna apprend qu'il y avait des invoqueurs avant que Yevon arrive sur Spira. Alors que, voilà, Yevon disait que c'est grâce à eux qu'il y a les invoqueurs, alors que c'est totalement faux. Et on apprend que c'est le priant qui choisit son invoqueur. Par exemple, je vous rappelle ce qu'est un priant. Par exemple, Valfor, là, la première invocation, l'oiseau. C'est un petit bonhomme, là, un petit truc qui dit « Ok, toi, je te prends ». Et Tidus dit à Yuna, et si on allait chercher le Val... Pardon, la caméra elle fait que de stopper, ça m'énerve. Tidus dit à Yuna, et si on allait chercher le Valfor de cette année-là, de Milan. Et Yuna, comme ça fait 2 ans qu'elle n'a pas invoqué, vu qu'on ne peut plus invoquer dans le monde de Final Fantasy X-2, c'est bien parce qu'elle a peur. Elle a plus confiance en elle, elle se dit, non, non, j'ai peur que la chimère me prenne et me mange parce que je n'ai pas la force nécessaire pour réussir l'épreuve. Et ça, c'était bien. Après, Yuna dit à Tidus qu'il n'est pas nécessaire de danser pendant les cérémonies où il faut envoyer les âmes dans l'au-delà, vous voyez, comme dans la cinématique là. Bon, c'est un petit bonus qu'on apprend et c'est sympa. Elle dit que chaque invoqueur fait comme il veut, mais qu'elle, elle danse parce que ça apporte... Putain, cette caméra, elle arrête pas de se couper. Yuna dit que ça apporte un plus-value à sa cérémonie et que ça fait du bien aux familles de voir ça. Et là, on voit que Yuna et Tidus, ils se baladent sur l'île et qu'ils rencontrent Kush. Oui, Kush, celle qui est dans l'histoire parallèle à celle de Tidus et Yuna. Bon, après, grâce à Kush, on apprend un peu plus sur l'origine des Albed qui descendent du peuple des Bedols, je sais pas comment on prononce, un peuple qui était inférieur il y a 1000 ans et qui c'était un peuple de Seira, quoi. Un peuple de travailleurs, une race de travailleurs qu'on prenait pour les sales besognes, quoi. Genre les Tahitiens, quoi, qu'on nous fait travailler dans les chantiers, hein, qu'on n'est pas cadre dans les grandes entreprises, vous voyez ce que je veux dire? Faites attention, hein. Attention à vous. C'est de là que viennent les spirales dans les yeux des Albed, ça vient de leur ancêtre des Bédols. Parce que c'était une marque que les gens avaient mis pour qu'on sache qu'ils sont des Bédols, donc de la race inférieure. Ouais, c'était des salauds les ancêtres. Ensuite, on découvre que l'île est une invocation, que Tidus se mêle au Furo Luciole, donc Tidus lui-même est une invocation. Donc on comprend mieux, on comprend bien que Tidus est mort avec la balle de Blitzball, mais qu'il est revenu en tant qu'invocation. Qu'il a invoqué, on le saura plus tard. Donc ensuite on repasse sur Valm, on apprend qu'il s'appelle en réalité Bria, et qu'il a été tué par un Bédol. Un Bédol qui est venu se venger de Valm Bria, parce qu'il avait coupé la main, parce qu'il pensait qu'en fait ce Bédol était une machine. Car l'inventeur, soi-disant des Bédol, avait inventé des trucs comme quoi ces espèces étaient des machines, alors que non, c'est bien des espèces de chair et de sang. Donc il meurt pour ça. Mais on apprend que il revient. Qu'est-ce qu'il est? Un revenant. Je ne sais plus comment on appelle dans Final Fantasy quand tu ne veux pas quitter ce monde et tu deviens une sorte de fantôme, mais un fantôme méchant, quoi, une entité malsaine, comme Seymour ou le papy là. On apprend que Bria, il a une femme, et que sa femme a été torturée par Yevon, et qu'on a ramené sa fille qui était née alors qu'on torturait sa femme en même temps. Sa fille qu'il a nommée Lucella, ou Luceva, j'ai pas tellement bien écrit, Lucera, pardon.
et qui va devoir changer le nom de sa fille car il est toujours recherché par Yevon. Sa fille deviendra Mora, qu'elle se mariera par la suite. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est parce que Bria, pendant le mariage de sa fille Mora, il y a un ivrogne qui viendra le traiter d'errant. Voilà, c'est ça, le mot errant, les esprits qui ne veulent pas s'en aller. Il dira à Bria, hey, non mais toi t'es pas normal, on a le même âge, je te connais depuis des années, t'as pas vieilli, t'es toujours aussi jeune. Et tout ça pendant le mariage de sa fille. Tout le monde a entendu, tout le monde a vu la scène. Et Bria, voilà, pour pas faire de scène, il est parti du mariage. Mais il est parti et il n'est plus jamais revenu dans la vie de sa fille. Pour pas que sa fille ait de problème. Hein. Mais cependant, il reste auprès de sa fille, mais secrètement pour veiller sur elle. Hein. On apprend que ce mariage a été annulé suite au dire du papy. Et que sa fille meurtrit. Car, voilà, plus d'hommes, plus de boulot. Elle quitta la forêt de je sais plus quoi, là où on est là dans le 1. Et elle va travailler pour les ordres de Bével. Et la fille de Bria, ben, elle mourut à 80 ans. Tandis que Bria, lui, il était toujours identique. Donc, est-ce vraiment un héron? On le verra très bientôt, les amis. On apprend que Bria, lui, après la mort de sa fille, il est devenu soldat de Bével pendant 1000 ans. Voilà, et comme il vieillit pas, à chaque fois qu'il vieillissait, en fait, quand on disait « Hey, toi, c'est louche, tu vieillis pas », il quittait l'armée, il quittait Bével, il attendait, je sais pas, peut-être 100 ans que tous ceux qu'il connaissaient mouraient. Et il revenait encore à Bével pour se faire réengager dans l'armée, ainsi de suite. Ensuite, on apprend que Kush, que Yuna a découvert, est en fait une invocation. Et que Bria a retrouvé ses souvenirs et qui décide à présent de se faire appeler Sloan, le nom du dieu de la vengeance. Maintenant, il sait qu'en fait, on l'a tué, c'est le Bédol, que Kush l'a trompé avec Infahal et tout ça. Et il veut se venger de Infahal et de Kush. Quant à elle, Yuna, elle traîne sur l'île et elle découvre qui invoque Kush et l'île. En fait, c'est Infahal. À présent, c'est un vieux héron de 90 ans. Et ce vieux Infahal transmet des informations à Yuna comme quoi, à présent, ce sont les invoqueurs qui créent les priants avec des cœurs de chimère. Donc à présent, un invoqueur par exemple, il peut créer un Bahamut. Mais pour ça, il faut une cœur de chimère. Et il faut que quelqu'un, un être humain, devienne une cœur de chimère. Mais être une cœur de chimère, c'est pas de tout repos. Tu es coincé à jamais entre la vie et la mort. Tu as jamais une invocation, à jamais une cœur de chimère. Et c'est pas folichon tout ça, n'est-ce pas? Découvre le corps de Tidus avec Kush. Et que Bria a retrouvé Infahal avec Yuna, parce qu'ils sont sur un navire pendant que voilà, Yuna a découvert Infahal. Et il quitte l'invocation de l'île de Bézaï il y a 1000 ans. Et Vam est venu pour se venger. Val, Bria, Sloam. Voilà ces trois noms, hein, si vous voulez. Et là, Infahal lui fait une révélation. Il lui dit que Kush t'aimait sincèrement, Van. Et que c'est grâce à elle que tu es de ce monde. Parce qu'elle a fait de Van un esprit incarné. Donc ce n'est pas un héron, c'est un esprit incarné. C'est beaucoup plus sain, beaucoup plus... Voilà. Beaucoup plus... C'est pas une entité malveillante, on va dire ça. Et on découvre que Yuna, inconsciemment, elle a fait la même chose avec Tidus. Donc Tidus, qui est mort, bien sûr, avec les sentiments et les pouvoirs de Yuna, il est devenu un esprit incarné, comme Van. Donc voilà, et suite à ça, Infahal tente de tuer Van, mais il renvoie la balle de Blitzball, que quelqu'un l'avait lancé, je ne sais plus, un Betroll, je crois. Et voilà, enfin, le héron Infahal est tué par Van. Il devient des fluoro-lucioles et il quitte enfin le monde de Spira. Et Tidus, quant à lui, il est parti de l'île à la nage et il a rejoint Bézaï. Yes. On ne sait pas pourquoi il quitte Yuna comme ça.
C'est un peu what the fuck. Mais cherchez pas à comprendre. Bon après Tidus qui a Béza, il m'envoie le village, il dit à tout le monde il faut chercher Yuna les amis, il faut qu'on aille la retrouver, je sais pas comment faire. Mais après de multitudes de recherches, il se souvient que ah ben non, en fait j'ai des pouvoirs. Et en fait qu'est-ce qu'il fait Tidus? Kush lui a transmis des pouvoirs de téléportation. Il a juste à penser à un endroit, il peut se téléporter comme Son Goku. Sauf que Son Goku il doit penser à quelqu'un pour se téléporter. Alors que Tidus, il doit penser à un endroit. Donc, Tidus, il pense et à Yuna, à un endroit, il pense à Yuna. Et il rejoint Yuna, il se téléporte à côté d'elle. Ensuite, les amis, Tidus, il se téléporte là où il y a le priant de Kush. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, si moi je deviens un priant, c'est mon corps qui devient un priant, ok? Et je vais prier sans arrêt, sans mourir, sans vivre, par exemple. Et je vais prier une invocation de moi. Par exemple, je m'invente un T-Rex géant, ça sera mon invocation. Et je serai bloqué comme ça, dans un cristal à prier à tout jamais. Donc Tidus, lui, il se téléporte au priant de Kush. Et il découvre ainsi, voilà, le priant de Kush bloqué dans un cristal. Bria les rejoint et il découvre la femme qu'il a tant aimée dans sa jeunesse, devenue à présent un priant. Ensuite, Bria il voit voilà, le corps cristallisé de son ancien amour de jeunesse et il dit qu'il a aimé sa vie. Il a aimé du plus profond de son cœur sa femme, sa fille, et que malgré la jalousie de Infanhal, c'est un peu grâce à lui qu'il a pu connaître sa femme et sa fille. Et voilà, ensuite, Van part en paix dans l'au-delà et Kush le suit à son. Et donc à la fin du roman, Tidus et Yuna retournent à Zarnaken, le vrai Zarnaken, celui qu'on voit dans le jeu. Et Tidus s'interroge sur ce qu'il est. Tidus ne sait pas qu'il est un esprit incarné, comme Van, il pense qu'il est vivant. Et Yuna ne lui dit pas la vérité. Mais Tidus peut-être qu'il le sait au fond de lui qu'il n'est plus vivant. Et il dit à Yuna, de toute façon, Yuna, j'ai foi en toi. Et c'est comme ça que le roman se termine. Donc voilà le résumé de ce roman Final Fantasy X 2.5. Bon les amis, donc en conclusion, Final Fantasy X 2.5, le prix de l'éternité. C'est un roman franchement oubliable. J'aurais préféré ne jamais le lire. Il y a des bonnes idées, il y a de bons ajouts sur le lore de l'univers de Final Fantasy X, de Spira. Et surtout, on a à peu près une histoire qui se passe dans la guerre des machines de Bevel contre Zarnaken. Mais c'est ça justement, moi j'aurais voulu, si une histoire à part, moi je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si c'était un filler de Final Fantasy X, c'est comme si c'était une histoire, voilà, un filler d'un animé. Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Pour cette soi-disant suite, l'auteur aurait mieux fait de baser l'histoire sur les relations entre Tidus et Yuna. Et uniquement sur ça. Il a commencé avec ça, mais voilà, il a voulu lier deux histoires entre le passé et le présent et ça marche pas. Et je vous ai même pas parlé du fait que Yuna, quand elle est sur l'île avec Tidus, sur l'île invoquée de Bezaï, elle est en bikini. Je vous ai même pas dit ça. Vous montrer à quel point le level de fan service quoi. Et à quoi bon, c'est un roman, c'est pas un jeu, on voit pas, on imagine. Mais bon, si ça peut soulager certaines personnes. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, il y a des bonnes choses comme Wakka qui se confie à Tidus, Yuna qui dit à Tidus, voilà, nous avons chacun nos responsabilités, mais on va affronter le monde ensemble. Plein de petites choses qui auraient donné une bonne histoire si, voilà, Tidus n'était pas mort bêtement, explosé, décapité, sa tête qui roule jusqu'à Yuna.
comme je disais, c'est du level de Vendredi 13, quoi. C'est les films d'horreur slasher à la con des années 80-90. Mais ça n'a rien à faire dans une histoire aussi profonde que Final Fantasy. Donc, Le Puits de l'éternité, c'est assez facile à lire. Si vous voulez acheter le livre, allez-y. Assez rapide à lire, mais franchement, l'histoire de Kush est pas mal. Et c'est ça le problème. L'histoire de Kush est pas mal. L'histoire de Kush et Vlam, mais Bria, quoi. Mais l'histoire de Tidus et Yuna, elle est naze. Alors que si on achète ce livre, avant tout, c'est pour savoir ce qui s'est passé après Final Fantasy X-2. Et comme je dis, je ne sais pas si c'est canon, mais si ça l'est, ben, c'est grave, quoi. C'est grave. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Nana, see ya. Bye.